Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. J'espère que cet été vous traite bien et que vous êtes en train d'écouter le podcast en bronzant sur la plage. Aujourd'hui, ce sera un nouvel épisode Oldies but Goldies où on va traiter d'un ancien film. C'est techniquement le deuxième épisode que l'on fait comme ça et qui est publié, alors qu'en fait, on en a fait deux autres. Un sur un film qui s'appelle Stalker et un autre sur un film qui s'appelle En quatrième vitesse. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a une espèce de malédiction. L'univers ne veut pas qu'on sorte ces épisodes et on a perdu, en fait, il y a toujours eu un problème technique qui a fait qu'on a perdu les audios de ces deux autres films. Donc je suis très heureux d'avoir enfin un autre épisode Oldies but Goldies à sortir. Cette fois-ci, on a enregistré ça avec Arnaud et Yann, scénaristes et réalisateurs qui vivent à Paris. On a fait ça via Skype. J'ai également initié un nouveau truc sur la page qui est de vous demander quelles sont vos répliques préférées de vos films préférés, j'imagine. Et Mélina Galopin a été la première à être choisie pour cet épisode. Vous verrez ce qu'elle a choisi comme réplique. N'hésitez pas à m'envoyer via la page Facebook ou alors en message privé de la page Facebook également vos répliques préférées ou si vous avez des idées pour d'autres films à traiter. Vous pouvez me joindre sur l'Instagram, sur le Twitter, sur la page Facebook de fin de séance. J'en ai profité pour initier deux nouvelles petites rubriques dans cet épisode. La première, c'est avoir des secondes opinions du film que l'on traite. Si en général, nous-mêmes, les intervenants, avons plutôt aimé ou détesté ce film, j'essaye de trouver sur le net les idées et les commentaires qui sont totalement à l'encontre de ce qu'on en a pensé. Et la seconde petite rubrique, c'est tout simplement de passer en revue toutes les sorties Blu-ray DVD qu'il y a eu le mois précédent et de faire choisir tout simplement un film par intervenant. Qu'est-ce qui nous a plu le plus? Qu'est-ce qu'on vous recommande d'acheter ou de louer? Donc voilà, c'était un petit côté recommandation pratique de la part de personnes qui aiment bien regarder des films. Silent Running, le film d'aujourd'hui, c'est justement un film qui est sorti en Blu-ray au mois de juillet. Un film de science-fiction de 1972 réalisé par Douglas Trumbull avec entre autres Bruce Dern et Ron Rifkin. Ce film va suivre en fait un espèce de jardinier de l'espace puisque en 2001 la végétation a disparu sur Terre. Et pour remédier à ça, de grandes serres spatiales ont été mises en place. Mais lorsque l'on dit au botaniste Freeman Lowell, qui est à bord d'un des vaisseaux spatiaux qui possède ces grandes serres, qu'il faudra détruire pour des raisons économiques ces espèces de forêts artificielles, le protagoniste va se mettre un petit peu en colère. Et n'oubliez pas d'aller sur iTunes et de noter ce podcast, lui mettre un max d'étoiles et mettre en commentaire d'ailleurs ce que vous voulez, un petit mot gentil ou un mot destructeur si, si vous voulez. Tant qu'il y a 5 étoiles, moi ça me va. Et je vais vous laisser écouter cet épisode. J'avais demandé sur la page les répliques favorites. Alors normalement c'était pour un film noir, là c'est plus du tout en phase avec le film. Mais comme on l'a choisi et pour la pauvre auditrice qu'on va appeler, comme je disais la dernière fois, on va les appeler des affamés, les gens qui aiment bien fin de séance. Les 3 gens qui aiment bien fin de séance. Merci à vous. Merci à vous. Je vais passer du coup la réplique qu'elle a pu choisir et c'est celle-ci. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. C'était Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle. J'ai failli dire c'était Jean-Paul Goldblum, je sais pas pourquoi j'ai été trop marqué par Independence Day, je pense. Jean-Paul Goldblum dans À bout de souffle. Donc finalement là, aucun rapport avec le film noir puisque alors Silent Running, film de 72. Bon de toute façon, est-ce que vous l'aviez déjà vu ce film? Vous l'aviez déjà vu, pardon.
Je l'avais vu, moi, perso, mais il y a longtemps, hein, à l'adolescence, quelque chose comme ça. Ah ouais? Et je me rappelais plus de John Baez, bizarrement, tu vois. Ah, mais Sans blague, je pense que tu ne la connaissais pas. Et toi, Yann? Moi, c'est pareil, j'ai dû le voir autour de 2006. J'ai un super bon souvenir du film. Tu avais 3 ans donc, c'est ça? En 2006, non, j'étais un peu plus vieux, quoi. J'étais en 2e année de fac. La vie. D'accord. J'ai des toi souvenirs de ce film, toujours pareil, j'ai l'impression que je raconte toujours la même chose, mais de Ciné FX, c'était une chaîne du câble, tu sais, qui est la spécialiste de ces vieux films à petit budget, en général, comme ça. Ça et les téléfilms de science-fiction, de sci-fi, genre Dinotopia. Voilà, ça, et tous les trucs qu'il y avait Casper Van Dien aussi, tu sais. Ouais, Starship C'est Trooper ça. 3 et 3 Prime, Voilà. par exemple. Exactement. Et oui, en fait, je vous avoue que les seuls souvenirs que j'avais de quand j'étais plus petit, c'était plutôt les robots qu'il y avait dans ce film, Mais et pas ouais. vraiment, on va dire, tout le reste de l'histoire. Mais voilà. Alors déjà, est-ce que vous l'aimez bien, ce film? Qu'est-ce que vous en avez pensé là en le revoyant maintenant, aujourd'hui, alors que vous êtes... Mais non, mais c'est un film vintage, quoi. C'est un film un peu millésimé, tu vois, un peu poussiéreux, mais bien sympatoche, quoi, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que t'en penses, Yann. Ah, moi, j'avais le souvenir d'un film très mélancolique. Et c'est vrai, hier, quand je l'ai fini, je me sentais pas très bien. Je trouve Ouais. toujours que ça reste un bijou de mélancolie. Ah, je suis d'accord. Très de son époque. Et j'avais pas fait le lien quand Avec j'ai vu Wall-E, mais c'est un c'est hommage et presque une séquelle ouais, officieuse. c'est ahurissant, c'est la Ouais. suite de Silent Running en fait, Wall-E. C'est-à-dire que Ouais, ça- ouais. C'est-à-dire que Complètement. Silent Running, c'est un film qui a une destinée vraiment malheureuse. C'est-à-dire qu'en 72, quand il sort, déjà, il y a le film Orange Mécanique de son ancien employeur qui cartonne. Il y a Solaris qui, en tant que, on va dire, bébé de 2001, qui trouve plus naturellement sa place dans la filmo de Tarkovsky, aussi dans le cinéma d'auteur. Et c'est un film arrivé à la fin des années 70. J'ai l'impression que le bilan des courses, il est un peu oublié au profit de, Un petit peu. à la fois de travaux de Trumbull, comme Ouais. Rencontre du troisième type, aussi qui prolonge aussi cet esprit un peu baba cool qui énerve en partie Silent Running, et surtout Star Wars et Alien vont être les deux vrais prolongements et C'est réappropriations voilà, de ce Star que Wars. j'allais dire, parce que pour le replacer un peu dans son contexte des films de SF de l'époque, voilà, il y avait 2001 qui était sorti 4 ans auparavant, puisque là c'est un film de 72, et il faudra attendre au moins 5 ans après avant de voir Star Wars et de voir, Mais on va dire au moins dans la qualité, on va parler simplement de l'esthétique, voilà, faudra attendre au moins Ça, Star ouais, Wars alors, avant de revoir quelque chose comme ça. en fait, ce film, Oui. il fait un peu partie de ce que j'appelle la science-fiction de papa, quoi. Ce qui est pas du tout péjoratif parce que 2001 aussi en fait partie. Mais tu vois cette science-fiction assez clean qui correspond vraiment à une époque. Et il y a deux films qui vont un petit peu bousculer le cinéma de science-fiction et qui arrivent beaucoup plus tard. C'est Star Wars comme tu l'as dit et puis Blade Runner en 82, quoi. Et, Voilà, ouais. Et effectivement, on voit aussi beaucoup comment ça a pu inspirer, on va en reparler plus tard, mais voilà, des choses comme Alien, parce que vraiment, ça m'a choqué en le revoyant au début, en voyant les personnages se balader avec leurs petites cartes en plein dans leur vaisseau, où on a vraiment l'esthétique du vaisseau d'Alien, en fait. Ouais, en beaucoup plus tout clean, simplement. mais ouais. Ouais, ouais. beaucoup plus clean. Et pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est assez marrant que tu dises la science-fiction de papa, parce que c'est vrai que si on devait le calquer à, par exemple, des bouquins, c'est vachement des bouquins que des papas pourraient te conseiller, tu sais, un peu Mais à non, la, mais parce que la parce Ray que- Bradbury ou des trucs comme ça, tu sais, où les choses sont un peu clean et il y a toujours une espèce presque de morale derrière ou de choses Ouais, la SF intéressantes parabolique, en filigrane. Ouais, c'est-à-dire que clairement, si ça avait été adapté d'une nouvelle de je sais pas, de Clark ou de Bradbury, ça m'aurait pas étonné parce que c'est vraiment Ouais, la ouais, structure complètement. d'une nouvelle de science-fiction. Mais aussi, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que comme un peu dans tous les domaines, le cinéma dans la science-fiction a toujours 20 ans de retard sur la littérature ou la BD. Et c'est vrai que là, Oui. on a quelque chose qui nous vient plutôt, tu vois, de la littérature des années 50 ou quelque chose comme ça. Alors que, en parallèle de ça, dans la bande dessinée, par exemple, il y a Métal Hurlant qui développe déjà une nouvelle esthétique qui Ouais, sera adoptée dans le cinéma beaucoup plus tard, en fait. Ouais, c'est toujours un petit peu plus facile. Enfin, plus facile. Oui, si, c'est plus facile de briser, on va dire, les codes sur du papier qu'ailleurs. Parce que forcément, Ouais. avec la machine Et pas- financière qu'il doit y avoir derrière un film, faire bouger les choses. Parce que ils sont en là, retard, quoi. on est dans une époque comme ça dans la science-fiction où elle est très, très chirurgicale, très propre, tu sais, où il y a
Je crois que le seul film de cette période qui fait un peu exception, c'est Solaris finalement, qui est beaucoup plus sale comme film, quoi. Où je me souviens que Tarkovsky avait dit qu'il avait demandé à son décorateur de faire en sorte que le vaisseau ressemble pas à une navette spatiale, mais à un vieux bus rouillé. Ouais. Et c'est quelque chose qui n'existe pas trop dans le cinéma à cette époque-là. C'est-à-dire quand on parle de science-fiction, on parle de... Ceci dit, on le voit un peu naître. Par exemple, dans ce film, je trouve qu'il y a une attention au détail qui est plutôt pas mal. Parce que, tu vois, on va voir des logos, des patchs qu'il a sur sa combinaison, que le personnage de Bruce Dern a sur sa combinaison, qui font référence à plusieurs choses. Enfin, on dirait, lui, il en a beaucoup. On dirait vraiment qu'il faisait partie des castors juniors un peu, parce que t'as l'impression que dès qu'il a fait un truc, il a son patch dessus. Mais c'est des choses qui, en fait, aident à crédibiliser, à rentrer un peu dans cet univers-là, parce que tu dis, ah tiens, ils ont attrait à une vraie société sur Terre. Pour retracer un peu, il s'agit d'une flotte de vaisseaux spatiaux qui ont été commandés, on imagine, par le gouvernement terrien, même si... américain, il y a un drapeau. Ouais, américain, et même si cette flotte est techniquement privée, puisqu'on voit le logo d'American Airlines assez tôt dans le film, quand on fait un petit plan large, ouais, avec le drapeau américain, et pour préserver les vestiges de nature qui n'existent plus sur Terre, en fait. Voilà, parce qu'on apprend en fait que sur Terre, la température est toujours constante, la même où que ce soit. Ouais. Et que plus rien n'y pousse en fait. Mais les gens sont... Alors on va revenir sur ça. Mais apparemment en fait ils ont trouvé un moyen de pallier à ça. C'est-à-dire ils ont de la nourriture de synthèse. Et tout le monde va bien. Et comme ils le disent, c'est le plein emploi. Et tout va bien sur Terre en fait. Et en fait on en reparlera parce que dans Wall-E... ce côté heureux de la planète Terre a disparu, quoi. C'est-à-dire que ça parle aussi d'une époque. On va en reparler... Ouais. Et en fait, eux, les protagonistes de ce film sont un petit peu des jardiniers 2.0, mais en même temps, quelque part aussi des gardiens de musée, parce que au final, on a l'impression que l'humanité se dit, au final, la nature, on peut vivre sans, c'est pas grave, quoi. Et eux ils se baladent dans notre système solaire, ils sont vers Saturne, je crois. D'ailleurs la seule raison de Bruce Dern pour conserver un peu ce patrimoine de l'humanité, c'est pour ramener un peu de beauté dans le monde, il le dit. Et c'est pas du tout parce que on en aurait besoin d'une manière ou d'une autre, quoi. En fait, c'est marrant, l'un des arguments, on va dire, les plus prenants dans sa façon de vendre un petit peu la nature qu'il a à ses autres potes astronautes qui, eux, sont totalement détachés du besoin de la nature, c'est juste, putain, mais manger ce melon, il a du goût, tu vois. Ouais. On a un petit peu c'est un peu le José Bové de l'espace. Ouais. Et bon, ce qui va forcément avec l'époque, parce que... Enfin, non, mais ça va avec l'époque des hippies, mais aussi, je trouve que c'est assez intéressant de voir à quel point c'était virulent dans ce qu'il disait, alors que, bon, les années 70, tu vois, tu pouvais ne pas non plus avoir trop peur en termes d'écologie. Non mais c'est ça, parce qu'il y a plusieurs choses, c'est-à-dire il faut un peu resituer le film dans son contexte. On est en 1972, donc ça fait 3 ans qu'on a marché sur la Lune. Et on est un peu dans une frénésie comme ça technologique où on se dit que finalement la technologie va régler tous les problèmes. Aujourd'hui c'est plus du tout le cas, on sait pertinemment qu'il y a des problèmes que la science n'arrivera pas à régler et qu'il faut essayer de se réguler pour essayer de les régler autrement. Et en fait... C'est surtout ce qui énerve le film, c'est cet esprit hippie, parce qu'on est aussi dans la vague hippie, où en fait le fait d'être près de la nature, c'est pas dans le but d'essayer de conserver en fait la capacité pour l'humanité de se développer dans le futur. Mais c'est plutôt une manière d'être proche de la nature pour faire la paix, tu vois, pour faire... c'est quelque chose de plus spirituel finalement que...
spirituel et idéologique, c'est-à-dire nous faisons partie de la nature, gardons la nature près de nous. Là, on était en plein dans tout ce qui était... d'ailleurs, on en avait un peu parlé dans ce malheureux podcast perdu de Stalker, de toute cette période qui était empreinte de Timothy Leary, etc., des gens qui revenaient à prendre des psychotropes naturels et lier en fait toute la nature à l'être humain. Mais c'est vrai que pour le coup, ça reste quand même la transposition en SF assez choquante d'un futur où clairement on aurait totalement oublié la nature. Je trouve que c'est plutôt pas mal, enfin c'est plutôt pas mal, c'est plutôt avant-gardiste un peu quand même de le faire à ce moment-là. Non? Vous trouvez pas? Ouais, mais je trouve que le film a plein d'intérêt, hein. C'est-à-dire que toute cette partie philosophique sur le rapport à la nature, il contribue aussi à poser des questions, finalement, c'est en cela même que le film prolonge un peu 2001, ou en tout cas assume un cousinage. C'est-à-dire, c'est de questionner qu'est-ce que peut devenir l'homme privé de la nature aussi. Est-ce que l'homme est prêt à un modèle de civilisation Autant 2001 annonçait un homme nouveau, là on est plutôt sur le personnage de Bruce Dern, ça devient une espèce de vestige, c'est-à-dire dans son attachement, il est le dernier... il est nourri par une idéologie qui peut pas faire une fracture dans la civilisation, et c'est assez intéressant. Le film, comme je disais, c'est vrai qu'il prolonge 2001 aussi, parce que Trumbull, pour le passage où le vaisseau s'approche de Saturne, il a récupéré des travaux que Kubrick n'avait pas utilisés pour son propre film. Oui, donc juste pour rappeler, Trumbull, le réalisateur du film, c'est lui qui avait fait en partie les effets spéciaux de 2001 l'Odyssée de l'espace, et qui plus tard fera les effets spéciaux de Blade Runner ou de Rencontre du troisième type. Ouais, voilà, tout sur coup quand même. Le mec a quand même un sacré CV, ce sera aussi quelqu'un qui va se poser des questions aussi sur le format de projection et la manière d'immerger le spectateur, c'est-à-dire qu'il a fait énormément pour l'IMAX, il a énormément travaillé autour du format 35 et de le gonfler en 65, et c'est... Ouais, je trouve que c'est un petit modèle de SF intimiste, c'est-à-dire on a un peu tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'en effet on a ce côté old school quand le personnage se retrouve avec les deux robots, et en même temps il y a ce petit côté à nouveau qui va titiller 2001 où les robots deviennent la conscience de ce mec, et l'entretien de la dernière scène. Oui, d'ailleurs il y a plus du tout la peur de l'intelligence artificielle pour remplacer l'humain qu'il y avait dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Là c'est plutôt le compagnon, quoi. Ouais, c'est le compagnon d'infortune. Ils sont très touchants d'ailleurs, ces petits Ils sont très touchants, ils ont un côté plus naturel que robotique d'ailleurs. Oui, ils ont vraiment, c'est comme s'ils domptaient des animaux pour faire quelque chose. Oui, ça donne d'ailleurs des scènes clairement les prémices de R2D2, hein, parce que les communications par les soufflets, les lumières, etc. de Huey et Dewey. Ouais, le côté bipède maladroit aussi, quoi. Ouais, le côté exactement. Qui d'ailleurs, ils étaient tous joués par des amputés, il faut le savoir. Donc voilà, c'était l'anecdote Glock de ce film. Oui, enfin voilà, parce que simplement pour mettre un dernier clou, parce qu'en fait quand on connaît Blade Runner et tout ça, tu vois, quand c'est les années 80, c'est beaucoup plus facile de voir une vision du futur assez dark, polluée, et alors que au début des années 70, je trouvais ça oui, vraiment singulier en fait. Ouais. C'est quelque chose qu'on ferait maintenant, tu vois, ou qu'on ferait effectivement dans les années 80, mais pas forcément au début. Et simplement aussi, voilà, pendant qu'on y était, puisque là on vient de parler du fait que Trumbull c'était un maître des effets spéciaux. Là, moi j'étais franchement bien surpris par la qualité de ce que je regardais, hein. Les miniatures, déjà moi j'adore les miniatures. Dès qu'on peut se permettre de pas faire de CGI, moi j'aime bien. Parce que ça donne vraiment un côté palpable à ton vaisseau spatial. Bon, bien sûr, il faudrait quand même un petit peu rajouter 2-3 plaquages de texture pour le rendre vraiment très joli. Mais là, ça passe très bien dans ce film. Ah, puis les explosions sont magnifiques. Enfin, ces souffles qui disparaissent aussi vite dans l'espace, moi, je trouve ça superbe. Il y a quelque chose L'approche de Saturne, elle est très très forte. Et puis en fait, aussi, ce que j'ai trouvé assez ahurissant, c'est la manière dont les drones, qui ont absolument rien d'humain, sont terriblement expressifs en fait. Juste par la manière dont ils bougent. C'est quelque chose, moi ça m'a rappelé un petit peu, alors là c'est pas de l'animation, mais ça m'a rappelé un peu le travail de Ray Harryhausen, qui arrivait à exprimer des sentiments dans une créature juste par son mouvement, tu vois. Et ici il y a quelque chose de ça. Et il y a quelque chose que je voulais dire aussi pour reprendre un peu l'histoire, c'est-à-dire que donc on est dans cette espèce de musée de la nature, et en fait vers le début du film on leur dit que la Terre,
a décidé d'abandonner ce projet de conserver la nature comme ça en bulle dans des vaisseaux autour de Saturne, et que donc... Sans plus d'explications que ça d'ailleurs. C'est genre juste Non, revenir à la maison, on va devoir réutiliser les vaisseaux en transport parce que voilà. Mais on peut imaginer, parce que c'est ce qui s'est passé par exemple pour l'abandon des programmes spatiaux, c'est cette idée de dire pourquoi on va financer quelque chose qui se passe autour de Saturne et qui n'a aucun rapport avec la société dans laquelle on vit, alors qu'on pourrait utiliser cet argent. Je suis tout à fait d'accord, et c'est assez drôle parce que 72, si je me trompe pas, je crois que c'est l'année du dernier vol habité à l'extérieur de l'orbite terrestre en fait. Donc je pense que c'était du coup sur la Lune forcément. Ouais. Et voilà, là encore un petit côté prophétique dans le ah bah tiens, on va avoir de bonnes idées mais qu'on va pas du tout suivre finalement. Et en fait, ils décident on leur demande de détruire en fait ces serres avec des bombes nucléaires. Et Bruce Dern, le héros du film, refuse. Et là, en fait, il rentre en conflit avec le reste de l'équipage du vaisseau. Et pour conserver le vaisseau et les plantes qu'il contient, il va tuer le reste de l'équipage en fait. Ouais. Et ça, c'est assez audacieux quoi. Enfin, là, il y a quelque chose que j'ai pas revu dans le cinéma hollywoodien depuis très très longtemps. Ah, mais les dilemmes moraux, ils sont géniaux. C'est-à-dire que ce type nous est montré vraiment comme quelqu'un de sympathique. Sa cause nous touche. Il va par la suite regretter d'avoir tué ses camarades. Mais il va insister en disant que même s'il regrettait de l'avoir fait, c'était nécessaire de le faire. Ouais. Parce que, en fait, le but, lui, était noble. Et en fait... Je trouve ça assez intéressant, cette manière comme ça de montrer que parfois en fait t'es obligé d'avoir recours à la violence pour défendre une idée, pour défendre un but. Oui. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus du tout aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien. Et j'aimerais faire un parallèle par exemple avec Hunger Games. Do the Right Thing aussi. Do the Right Thing évidemment qui était dans cette... qui est pas un film hollywoodien, hein, qui était un film indépendant pour le coup, mais... Et si tu regardes par exemple Hunger Games, pendant tout le temps, la protagoniste... donc Jennifer Lawrence, si il y a d'autres personnages qui peuvent se mettre à commettre des actes violents, elle va toujours les juger et dire que il faudrait essayer de faire ça autrement, que il y a d'autres moyens pour essayer d'atteindre notre but, etc., etc. Il y a toujours cette manière, tu sais, de tempérer aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les héros aujourd'hui doivent être moralement impeccables. Quels que soient les héros, même les anti-héros. C'est-à-dire que même dans des films comme Gardiens de la Galaxie, Deadpool ou plus récemment Suicide Squad, voilà, où on essaie de nous présenter ces types comme des méchants. J'ai jamais vu des Boy Scouts pareils, quoi. C'est des types... c'est sympa. Ouais, ils feraient pas de mal à un écureuil, quoi, les mecs. C'est des vrais vigilantes, en plus. Ouais. Et dans cette manière d'essayer de garder une espèce de moralité, de pureté au personnage, il y a quelque chose qui me gêne énormément dans le cinéma d'Hollywood d'aujourd'hui. Et en fait, ça fait du bien de voir qu'il y a une époque où c'était possible de faire autre chose, quoi. Ouais, puis surtout que c'était plutôt bien amené. Bon, il y a quelques faiblesses dans comment c'est amené, mais c'était pas mal parce qu'au final, le personnage, donc Lowell, le personnage principal, va en fait entendre, même si bon, dans l'espace, normalement, on n'est pas censé entendre des choses, mais il va entendre les explosions de chaque dôme où il y avait de la forêt, les uns après les autres, et arriver à son vaisseau, à un moment, il dit non, ça suffit, et de là se crée une petite rixe, et en fait, c'est un petit peu une mort accidentelle pour le premier de l'équipage. Oui, mais pas tout à fait, parce que c'est Bruce Dern qui l'attaque en premier. Oui, voilà. Non, mais c'est-à-dire que, après, est-ce qu'il aurait voulu le tuer, tu vois, c'est discutable, mais c'est pour ça que je dis que c'est plutôt bien amené, dans le sens où, en tout cas, c'est lui, certes, qui initie la violence, mais justement pour, comment dirais-je, le petit arc du personnage dans sa violence, c'est une immersion petit à petit, et c'est pas mal, c'est bien amené, parce qu'à un moment, il se dit, bon, en fait, j'en ai tué un, c'est plus possible, j'ai traversé la ligne qu'il fallait pas, maintenant autant tuer les deux autres qui sont dans le dôme et puis c'est réglé, quoi. Ouais, puis c'est amené de manière assez brillante par les raccords lumière et son entre les explosions et lui qui est dans sa serre. Ouais. Avec le dôme qui le sépare de l'espace, la vitre, avec les petits éclairs, ça va...
cet acte, il est aussi important que le sous-texte écolo, c'est-à-dire que c'est vraiment deux arcs narratifs qui vont nourrir le film et qui nous font retomber en effet aussi dans la SF à papa, dans ce qui va être plus belle, c'est-à-dire qu'ensuite la question ça va être que faire quand on n'a plus d'autres humains qui communiquaient, qui étaient déjà investis dans la 4ème dimension, je crois, saison 2, avec les robots, quand ils rejouent au poker, quand il y a la ritualisation de la société humaine, et aussi après le remords, tout ça, comme je disais, le syndrome de Cain, en plus le premier meurtre il est un peu biblique dans ce jardin et tout. Oui, totalement. Et puis les deux robots, genre c'est presque, enfin c'est pour ça vous disiez un compagnon, mais il y avait. Oui. Il y a une idée de cycle aussi, parce qu'après il va enterrer le corps qui va servir d'engrais un peu au reste de cette forêt. Tout à fait. Et pour en revenir à la chose, donc vous parliez des robots compagnons, mais c'est aussi un peu le créateur, parce qu'en fait il les reprogramme. D'ailleurs c'est intéressant, comme à l'époque c'était vachement plus le hardware que le software quand tu voulais reprogrammer quelqu'un. Ouais, il reprogramme au fer à souder quoi, le mec. Ouais, c'est ça. Mais en fait, au final il devient un peu leur père, tu vois, et du coup effectivement là tu vois dans toutes les choses bibliques, Jardin d'Éden, et puis au final le robot c'est un petit peu Adam et Ève quoi. Ouais, le patriarche avec Bruce Dern. Mais c'est ça que je trouve assez beau, ce que je disais, le prolongement de 2001, déjà comme tu disais il n'y a plus de crainte de la machine, et c'est la machine qui devient dépositaire d'une conscience humaine, c'est-à-dire entretenir son jardin, enfin c'est assez assez joli, hein, mais c'est là qu'il y a ce côté hippie avec cette idée que l'homme va se détruire et que en fait on va garder une archive quelque part qui va continuer à vivre et qui va continuer à garder en fait ce qui est l'essence de l'humanité quoi. Oui, presque le cycle de la vie en général, et moi ça me fait penser typiquement à des thèmes de Battlestar Galactica, parce que je vois vraiment en ce robot en fait la nouvelle vie que décide de créer l'ancienne en fait. Donc au final on a, pour moi c'est pas si éloigné de 2001, dans le sens où en fait on a une conscience pour moi dans les deux cas, dans les robots si tu veux, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en fait dans le premier t'as la peur de la singularité un petit peu, Hal devient plus intelligent que toi, il va vouloir t'oblitérer, et dans le second c'est plus en fait Dewey va devenir un être vivant à part entière et il va continuer sa lignée dans l'univers. Parce qu'il y a un vrai truc d'éducation, c'est-à-dire à partir du moment où il le reprogramme, il doit tout leur réapprendre quoi. Ouais. Il leur apprend à planter des plantes, il leur apprend à jouer au poker, il leur apprend des choses. Il y a vraiment un rapport de père à enfant quoi dans cette relation. Et il se fait soigner par eux, et là, gros clin d'œil à Prometheus, où on a ce... Tu te souviens quand elle se fait faire une césarienne par le robot, et là, c'est genre, c'est exactement pareil, quoi. Et il y a un montage. Bruce Dern n'avait pas d'enfant, mais. Il y a un montage très très audacieux d'ailleurs à ce moment-là. C'est-à-dire la scène est assez violente dans sa mise en scène et dans son montage, quoi. Quand il se fait soigner. Il y a vraiment un retour à l'humanité à ce moment-là, dans cette scène aussi. Quand tu parles quand tu fais le parallèle avec une scène d'accouchement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose ici, quoi. Tu vois, il y a vraiment un renouveau, parce qu'aussi le film est clairement découpé en trois parties. T'as d'abord une longue introduction qui t'amène un peu dans cet univers-là, dans ce futur-là. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est assez longue aussi, qui est donc la révolte, techniquement, comment elle se passe, comment il va tuer les gens, comment il va refuser de suivre des ordres, etc. Puis après, un renouveau. Et c'est intéressant de voir comment ces trois parties sont à peu près égales en temps. En tout cas, j'ai l'impression, dans l'effet... Si j'ai regardé, c'est quasiment 2 heures à chaque fois. Ouais, dans l'effet qu'elle m'a fait, c'était un peu ça en tout cas. Et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que c'est un film qui prend le temps, en fait. C'est un film qui prend le temps, si tu veux, d'expliquer chaque chose, si tu veux, qui prend le temps, en fait, de s'attarder sur le visage de Bruce Dern pour essayer de voir la réaction qu'il va y avoir. Et c'est aussi quelque chose que je regrette un peu dans le cinéma d'Hollywood aujourd'hui, c'est-à-dire que les montages sont beaucoup trop rapides, quoi. Il y a toujours un truc où tu vas couper l'émotion avant qu'elle arrive, où tu vas couper... mélancolique et contemplatif. Ouais. Certes. Bon, après, c'était quand même un petit peu... Alors, voilà, vous me direz peut-être c'est parce que maintenant je suis habitué aux films forcément de mon époque, mais il y a des moments où clairement c'était un peu chiant quand même, tu vois. Enfin, il y avait le temps de mettre l'émotion, mais pas... Après, le film est très concis. Non, je suis pas d'accord. Ouais, le film est court de toute façon. Non, mais... ça allait derrière, balèze, hein. On va dire qu'il y aurait un montage un peu plus nerveux, tout en ne perdant pas grand chose non plus, je pense, au feeling. Je suis pas sûr. Personnellement, je suis pas sûr, quoi. Alors, tu sais, les plans sur genre la profession de foi du jardinier, où t'as 16 minutes pour le lire là, en mode moi, américain, ferai tout pour préserver la nature. Aussi, le film a un côté très naïf, c'est-à-dire il faut vraiment
Il faut vraiment se plonger dans cet esprit baba cool si tu veux pour en sortir quelque chose. Et cette naïveté, en fait, je trouve que c'est vraiment ce qui touche dans le film. La dernière image, parce que c'est-à-dire que à la fin du film, donc, les humains retrouvent Bruce Dern et il sait que ça va être la fin pour sa forêt. Et donc, il décide de lâcher le dôme dans le grand univers. Et dedans, il va rester un robot qui va s'occuper de cette forêt. Et la dernière image du film, c'est un dézoom où tu vois ce robot avec un vieil arrosoir d'enfant tout défoncé qui arrose les petites plantes. Et en fait, je sais pas comment te dire, ça pourrait être ridicule, mais si tu te laisses aller à ce truc, en fait, c'est à chialer, quoi. Il y a une vraie complètement. Comme tu dis, quelque chose d'une solitude, quoi, comme ça, de ce petit robot qui va tenir. C'est le début de Wall-E, en fait, quoi. C'est ce robot qui a cette mission, comme ça, de conserver quelque chose de l'humanité, ça lui tient à cœur. Tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens qu'il adore ce film, il lui rend un magnifique hommage. C'est assez beau de voir Wall-E qui a super bien marché, rendre hommage à ce petit film qui est un peu dans une zone où je pense que ceux qui le connaissent l'aiment bien. Enfin, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'est un film très attachant, très bien fait, et plutôt émouvant, moi je trouve, et même clairement émouvant. Et c'est marrant, c'est qu'il est ni complètement culte parce qu'il a pas non plus été révélé par une horde de fans qui le portent au pinacle, et en même temps c'est pas vraiment un classique. Non, j'ai l'impression que le film de toute façon il est un peu perdu comme il est je pense trop naïf pour marcher dans le genre de la science-fiction. C'est-à-dire c'est pour ça que je pense que Wall-E est beaucoup plus culte, c'est parce qu'il a la même naïveté, mais étant donné que c'est un film pour enfants, on l'accepte beaucoup mieux en fait. Après oui, ça c'est vrai. Après tu sais pas, peut-être déjà grâce à Fin de séance et ensuite non mais c'est vrai que maintenant quand tu vois les pensées un peu plus bon, mine de rien, un baba cool qu'il y a dans la société moderne à base de vegan, de choses comme ça, c'est clairement un film qui pourrait ou regagner un petit peu à être reconnu, ou peut-être même se faire remaker facilement, ça. Ouais, c'est vrai que c'est un film sans gluten, quoi. Ça, tu peux. C'est totalement gluten-free au quinoa, parce que clairement, Bruce Dern, son personnage, il va dans une ZAD, tu vois, combattre des gendarmes pour sauver la forêt, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pas. En tout cas, maintenant, là, je le vois en 2016, c'est pas si éloigné de ce qu'on voit autour de nous. C'est pour ça que, voilà, je souligne et révère le fait que c'était bien joué, quoi, en termes de thèmes abordés. Ouais, c'est vrai. Il y avait quoi? J'aimerais petite mention spéciale à. Moi, j'ai bien aimé la scène où en fait, ce qui se passe en fait entre avoir tué ses copilotes et finalement vivre sa vie tout seul avec ses robots et ses melons. Il a fait croire au centre de commande qu'il avait au final une avarie et qu'il allait se cracher. Et j'avais plutôt bien aimé ces petits dialogues là qu'il a eu et tout ce qu'il avait fait justement pour faire croire ça. C'était pas mal, il y avait même un petit peu de tension parfois, tu sais, quand on lui reposait des questions, vous êtes sûr que tout va bien? Oui, tout va bien, il n'y a pas de souci, tu sais. Bruce Dern joue excellemment bien dans ces scènes-là, quoi. Ouais. Il a cette manière, tu sais, d'avoir ce détachement, de cacher la blessure qu'il a à la jambe et qui est en train de s'infecter. C'est assez beau, quoi. Voilà. Bruce Dern que je trouve... Alors moi je connais Bruce Dern que par... Enfin non, pas que par, mais j'ai connu Bruce Dern que par son rôle de patriarche dans la série Big Love. Je sais pas si vous l'aviez vu, c'est le père de Bill Paxton. Et donc clairement vieux, quoi. Et le voir avec cette gueule-là... ses yeux bleus tout jeunes tout fringants, franchement il était trop beau, quoi. Il était classe, un beau gosse californien. Il était canon, ouais. Il a très bien cette innocence un peu hippie dans le film. Ouais, avec ses cheveux longs, avec sa touffe, avec ce regard bleu complètement perdu dans l'infinité de l'espace. Mais pareil, ça a été un peu éclipsé dans sa carrière par son rôle dans Le Retour. Ouais. Et après, il était clairement, son personnage était quand même bien singularisé dès le début. Tu vois, on le voit pour la première fois, il est pas du tout habillé comme les autres, c'est-à-dire par sa combinaison qu'il met après, mais au début, il est quasiment. C'est Jésus, quoi. Voilà, ce que j'allais dire, des habits de chanvre. Tu sais, on dirait que le mec il sort de Nazareth pour donner à manger des beaux fruits bien naturels. Mais au final, il a quand même sa place. Et c'est plutôt bien joué en général. Et alors c'est marrant parce que c'est presque mon acteur normalement préféré de tous les acteurs qu'il y a à ce niveau-là, c'est Ron Rifkin, qui lui joue plutôt mal en fait. Je sais pas si vous l'avez reconnu, il est super jeune là.
Et ouais, lui, j'aime pas les scènes qui se passent avec lui. Je trouve qu'il y a un problème de jeu. Mais bon, tu après, vois, c'est vrai que les années, trois autres films, personnages ses collègues là dans la station sont un peu Ouais. caricaturaux quoi. Ils Ils sont pas aidés voient par les l'écriture, c'est-à-dire paroles. il y a vraiment un beau personnage dans ce film, tu vois, c'est Oui, Bruce oui, Dern. certes. Mais voilà, enfin, je disais ça parce que les autres, j'y crois plus. Par exemple, c'est mine de rien, le gars, j'imagine un peu leur capitaine, le Barker, je crois, qui est habillé en Ouais. rouge. En fait, Ouais. il jouait pas mal, je le trouvais assez crédible, en fait. Mais bon, après, voilà. Bon, pour le peu qui reste dans le film, de toute façon, ils se font tous péter la gueule, donc c'est pas très grave. Je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de plus sur ce film? Ouais, j'ai juste un petit truc, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le générique de début où c'est des long Carrément. travelling en fait sur cette nature sous serre. Ouais. Et Hashtag microcosmos, un peu. mais qui paraissent extrêmement artificielles parce que la lumière qui les éclaire est artificielle et toute l'esthétique de cette nature sous cloche avec un éclairage artificiel, il y a vraiment quelque chose de très travaillé ici, c'est-à-dire que ça semble à la fois une véritable forêt mais à la fois ça semble reproduit en studio et je trouve que c'est bien amené cette chose-là pour montrer un peu Cette contradiction. un peu, ouais. cette contradiction. Et c'est vrai que Contradiction. Pardon. Ouais, non, mais c'est juste vrai que pour je rebond- pensais au premier plan d'intro. Bah non, vas-y. C'était juste pour rebondir parce qu'en fait ça fait un petit clin d'œil à la fin où au final pour te dire le détachement qu'il a et que les humains ont avec la nature et comment faire pousser des plantes, les mecs ils se réalisent que merde il faut du soleil pour faire pousser des plantes et au final la lumière est artificielle à la fin pour faire justement vivre la forêt. Et du coup Ouais, Yann pardon je t'ai... Dernier d'homme. Non, mais c'est vrai que je me dis pour l'époque, entrer dans un film de SF avec un escargot, on n'était pas dans un film frénétique. Moi j'adore ces plans, il y a une vraie innocence. Ouais. Et c'est vrai que peut-être pour rester avec Trumbull, que Rencontre du troisième type opérera plus une vision beaucoup plus entière de cette culture babacool avec le côté dramatique que vit le personnage de Richard Dreyfuss. Hein. Ouais. Ouais. Une espèce de dédicace au souffle de l'inspiration, de l'artiste et même de D'ailleurs- la religion. Hein, D'ailleurs, par rapport à à Rencontre du troisième type, il y a un truc marrant qui m'a frappé dans Silent Running. C'est juste avant qu'il soit abandonné par les autorités terrestres, il y a son capitaine qui lui dit grosso modo qu'il va mourir et il demande à Bruce Dern est-ce que vous avez de la famille? Et Bruce Dern répond non. C'est-à-dire qu'on est vraiment quand même dans on est vraiment dans la culture américaine où s'il avait eu une famille, ce qu'il a fait ça aurait été vu comme immoral, tu vois, parce qu'il aurait laissé sa famille derrière, que c'est pas Ouais, possible, la tu vois, il y a ce honte, truc ouais. très américain. C'est Et marrant. alors que bizarrement, dans Rencontre du troisième type, c'est quand même l'histoire d'un homme qui abandonne sa femme et ses enfants pour partir Justement. avec des extraterrestres. Ouais, il y a une illumination, Donc il y a quelque chose, tu vois, qui Mais est intéressant. C'est là que Rencontre fait quand même la diff parce que ça prend plus, enfin presque ça prend plus de risques dans la morale commune. Tu vois, surtout qu'en plus c'est ancré c'est encore plus ancré dans la réalité par le fait que ça se passe dans la période de la sortie du film, donc forcément c'est toujours plus facile de s'identifier. Est-ce que comme moi, alors peut-être que vous vous souveniez de la fin, mais moi je me souvenais pas du tout, mais je savais pas qu'il allait spoiler alert, on a commencé, mais je savais pas qu'il allait effectivement se suicider parce qu'en fait quand il parle au robot, je me suis dit, il lui dit en fait je n'y arrive plus et je pensais que c'était par rapport à justement sa solitude parce qu'en fait il lui fallait des êtres humains autour de lui parce que c'est vrai qu'on te montre quand même que malgré le fait qu'il ait pu les éduquer ces robots, il se sentait quand même seul, tu vois. Ouais, et, mais par contre, et donc ces je me suis dit robots, peut-être qu'il va repartir avec eux. Ces Mais en fait, robots, ils s'étaient quand même créé une espèce de d'enfants, quoi. de communauté entre eux, parce qu'il y a une très belle scène aussi à un moment où il y a les robots qui appellent Bruce Dern à l'extérieur du vaisseau. Parce qu'il trouve un morceau de l'autre. Ouais, c'est ça. Et il Ouais. croit qu'il y a un problème, et puis il montre, et en fait il y a un troisième robot qui avait été tué lorsqu'ils avaient traversé en fait les anneaux de Saturne, et il retrouve le pied du robot. Et là, il comprend ce qui se passe et il se retourne vers les robots et et il leur dit je sais qu'il vous manque, mais il va falloir faire sans lui Il a maintenant. été imprudent, elle est Et superbe. Il a été imprudent, ouais. et là il y a les robots qui se regardent un petit peu, qui trépignent, et on sent énormément de tristesse en fait dans ce truc d'avoir perdu leur frère, un peu comme ça. Et là, je pense que ça amène encore plus en lumière ce que tu avais dit au début, et je pense que je vais le mettre en hashtag, c'est hashtag SF de papa. Parce que tu vois, clairement, il fait le papa qui apprend à ses gosses, vous voyez ce qui se passe quand on est imprudent. Et donc, non, mais c'est vrai, c'est toute une. La naïveté de ce film est quand même très jolie en fait. Ouais.
Autre chose à rajouter, une petite note sur 5 miam? 3 miam, 3,5 même. Il faut souligner, c'est que le scénario était écrit en partie par Michael Cimino. Ouais, exact. j'ai été étonné de le voir au générique. Crédité as Mike Cimino. Ouais, donc ça me permet de lui rendre un petit hommage. Il y a aussi son co-scénariste de Voyage au bout de l'enfer. Ouais. Et Ouais. gros nom, Steve Broco, quoi, le père du cop show. Enfin, Ah ouais, Ouais, ça je savais pas, Street d'accord. Blues, Ok, ouais. c'est une Ouais. assez belle association, hein, je trouve, les trois. Après, c'est dur de savoir qui a écrit quoi, mais quelle partie. Mais en effet, donc ça nous permettait de rendre hommage à Michael Cimino. Hmm. Donc c'était un des premiers scénarios, je crois, hein, avec Magnum Force. Voilà. Donc 3 miam et demi, voilà. Pour, 3,5, combien? Allez, moi je mets 3,5 aussi. Eh ben, je pense qu'il y a consensus complet parce que c'est exactement ce que je pensais, 3,5. J'aimerais juste faire un truc parce que je savais, j'avais prédit qu'on allait tous dire qu'on avait plutôt bien aimé ce film. Je suis juste parti sur Amazon.com regarder des critiques de gens qui n'avaient pas aimé ce film. Ouais. Et j'aimerais vous en lire juste 3 parce que ça m'a juste fait rire. Le premier, c'est... le titre, c'est « Purée, ce film était horrible ». Quand j'étais petit, on m'a envoyé au lit avant de voir la fin du film. Il est donc resté dans ma tête comme quelque chose que j'aurais toujours voulu voir. Non, ne le faites pas. 1 étoile. Ok. Secondo, titre de la critique. Dans l'espace, personne ne peut vous entendre bâiller. Alors, le mec a tout donné, quoi. Ah, le mec a tout donné. Mal réalisé, mal joué, mal produit. Les personnages Mal ne sont pas produit. très sympathiques. Ouais, je sais. Les personnages ne sont pas très sympathiques et le protagoniste n'évolue pas. Un vrai nul, PTDR. C'est des gros arguments, ça. Et je vais juste terminer par le meilleur. C'est pas de sous-titres. C'est une discrimination à l'encontre des malentendants. L'industrie libérale du film et les malentendants, ils nous forcent nos sourds et muets à l'illettrisme. N'achetez pas ce DVD. Oh là là. N'importe quoi. J'aime bien, tu sais, quand les mecs décident de critiquer pas du tout le film, mais autre chose. Ouais, c'est une revendication légitime, Et pour la n'empêche fin cette du dernière. podcast, on se met Johan Bez, là. C'est parti. C'est vrai qu'on avait pas parlé de cette petite BO de Joan Baez. Bon, voilà, là, si t'avais du mal à trouver une date à ce film, Joan Baez était là pour t'aider, tu vois. Ouais, bah là c'est vrai que c'est ultra cheesy quand même dès qu'il arrive dans son petit jeu. Ah, mais ça c'est change culotté. de Richard Strauss dans 2001, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est clair. Ouais, ça reste culotté, hein. Je suis pas un gros fan, mais... Euh, Je vous avais demandé un petit peu plus tôt de regarder la liste de sortie des Blu-ray, puisque voilà, ce film, Silent Running, est sorti en Blu-ray en juillet. Donc voilà, il est disponible dès maintenant si vous voulez l'acheter, hein, parce que ça se loue plus maintenant, ça existe plus, hein, non? Louer des Blu-ray. Non, Je sais pas. Donc voilà, qui est plutôt un bon remaster d'ailleurs, au final. Vous avez tous eu la 1080p, c'était joli à regarder. Joli, ouais. Oh, c'est régalé, ouais. C'était beau. Et bref, dans le reste de la liste de juillet, je vous avais demandé d'en choisir un, simplement pour recommander. Donc on va refaire ça parce que oui, full disclosure, on avait fait ça dans l'épisode qui était perdu. Donc Arnaud, qu'est-ce que tu as choisi pour les sorties de juillet 2016? Eh ben écoute, je garde le même, hein, moi je recommande Anomalisa de Charlie Kaufman et Duke Johnson, qui est un très beau film d'animation sur la solitude du monde contemporain. C'est un film très noir et assez émouvant, voilà. Ok. On avait dit que si on avait le même choix, ben on choisirait un second, parce que c'est vrai que pour moi j'aurais choisi autre chose. J'aurais choisi la même chose. Du coup, je suis obligé de parler simplement de Midnight Special, qui est pour moi un bon petit film de SF avec des allégories intéressantes et très très bien joué. Voilà. Yann? Bah moi, pour tempérer tout ça, toujours Grimsby Brothers, hein, avec Sacha Baron Cohen, film indispensable pour savoir à quoi ressemble l'intérieur de l'utérus d'un éléphant. Voilà, exactement. Dont vous pouvez écouter d'ailleurs l'épisode 19 du podcast où on a pu le débriefer en anglais. Bon, bah écoutez les gars, merci beaucoup et on se dit à la prochaine fois, probablement pour...
reparler un petit peu de tous ces blockbusters qui sont en train de sortir cet été Et de se vautrer. et de se Se vautrer vautrer. absolument. Ouais. Je crois que c'est l'été de la mort, hein, c'est le nouveau surnom. Ouais, c'est Ouais. clairement l'été de la mort. Il faudra que je regarde, ce serait intéressant de voir un petit peu le box-office à chaque fois de toutes ces grosses sorties qui au final n'enchantent pas les majeurs. Peut-être que ça leur apprendra quelque chose et qu'on aura de meilleurs prochains étés. Je suis optimiste, Ouais, peut-être. Petit Silent Running. Ben de ouais, temps en mais temps, ça ouais, serait bien, déjà. on va parler un peu de notre monde post-Bruckheimer, quoi, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, mais où est-il, tu vois? Dès qu'il est plus là, il y a plus C'est la rien merde, à regarder. c'est la merde. Où sont passés les Pirates des Caraïbes 25, quoi, qu'on nous avait promis? Mais je crois qu'il est encore en tournage. Hein. Johnny Depp s'étant cassé la jambe devant gérer un divorce assez coûteux, Ouais, apparemment. effectivement. Je pense que Jack Sparrow va revenir plus dépressif que jamais. Je pense qu'il aura vraiment bu tout le rhum de son personnage, en fait, dans les scènes de Pirates des Caraïbes. Non, mais ça va être curieux de voir comment il va être accueilli, justement, parce qu'à mon avis, c'est un autre budget mouse. Ouais. En fait, là, on est dans un schéma où, pour entamer un peu, c'est qu'on a des films qui font des démarrages cosmiques Mhm. et des deuxièmes semaines tout aussi Ouais. cosmiques en termes de descente Dégueulasse. d'organes. Parce que c'est de la merde. Bah, parce que, Ouais. voilà, C'est-à-dire que le bon, bouche à oreille n'est plus du tout favorable. encore une fois, voilà, on ne peut que être optimiste pour le cinéma à gros budget en général et le cinéma tout court en se disant que par rétroaction, certains prendront leur responsabilité, tu vois. Enfin, on a dit ça aussi quand BVS était sorti, mais bon, Batman vs Superman était sorti, mais finalement, on s'est quand même chopé Suicide Squad. Bon, on y reviendra la prochaine fois. On va arrêter l'épisode maintenant, sinon on est reparti pour 1 heure. Bon, Ça marche. encore une fois, merci, et puis je vous Merci dis à toi. à Merci à la toi. prochaine. Salut. À la À la prochaine, ciao. prochaine.